Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être pour s'évader et se ressourcer. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Pierre-Antoine. Il y a 5 ans, il a décidé de traverser l'Islande à pied. Dans cette nature aussi fascinante qu'indomptable, Pierre-Antoine a savouré la solitude et la lenteur, tout en cheminant sur une quête d'intensité. Cet épisode est une invitation à repousser ses limites et à ralentir. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute, ou plutôt un bon voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Camille. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Écoute, excellent. Je sors de mer il n'y a pas très très longtemps et je suis ravi d'être à ton micro. Merci pour l'invitation encore une fois. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Avant qu'on commence, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et surtout ce qui te passionne dans la vie ? Alors, je suis donc Pierre-Antoine Guillotel, j'ai 32 ans. Je suis né en Bretagne, à Vannes. J'ai passé mon enfance entre la forêt de Brocéliande et le golfe du Morbihan. Voilà, un breton pur beurre. Et aujourd'hui, je suis auteur voyageur. Et donc je pars parcourir le monde à pied, le plus lentement possible et dans des zones, on va dire, reculées du nord du monde. Et j'écris sur ces expéditions-là pour le partager avec les gens. Et en parallèle de ça, euh, parce que j'ai besoin d'avoir un ancrage chez moi et pour préparer aussi mes expéditions, je suis ostréiculteur en ce moment. Donc je travaille en mer, prendre les soins de nos huîtres que vous dégustez certainement à Noël chaque année. Voilà. Parfait. Donc aujourd'hui, on va parler de ta plus grande expédition, je pense qu'on peut peut-être l'appeler comme ça, en Islande. Mais avant qu'on l'aborde, peut-être expliquer un petit peu ta fascination, ton goût de l'aventure qui a commencé par les livres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, effectivement, on va dire plusieurs moments, plusieurs phases dans cet appel du Grand Nord, qui est aujourd'hui un terme un peu classique et hérité de Jack London, mais moi j'ai vraiment cette fascination pour cette région du monde-là. Et effectivement, je la dois à tous les bouquins de Jack London dans lesquels je suis tombé à l'âge de 13 ans de mémoire. Je suis tombé sur Martin Eden, je suis tombé sur le Cro-Blanc, L'Appel de la forêt, pour citer les plus connus. Et aussi des nouvelles un peu plus spécifiques que moins de monde connaît. Ça s'appelle Le Silence blanc ou alors la nouvelle Construire un feu, qui moi m'ont absolument passionné, où on rencontre vraiment voilà, les trappeurs qui s'éprouvent dans le grand froid, tous ces hommes et ces femmes endurcis par ces conditions un peu drastiques. Mais aussi, on voit à travers Jack London toute cette poésie un peu sous-jacente de ces endroits-là. Et c'est cette dualité, je crois, aujourd'hui, qui m'attire vraiment et qui m'aimante. Mais voilà, j'y suis vraiment allé progressivement. Au départ, c'était dans les livres, et puis progressivement, de voyage en voyage, je me souviens à un moment donné, j'étais au sommet d'une montagne au Pérou, sur un sommet qui s'appelle Illimani, et j'ai eu cette espèce je sais pas, de flash. Je sais pas si c'était l'altitude ou quoi, mais je me suis dit, allons au nord maintenant. Il est temps d'y aller. J'ai l'impression que là-bas, tout va se simplifier. Et après, de fil en aiguille, j'y suis arrivé, ouais, jusqu'à l'Islande, qui est effectivement mon dernier raid en solitaire et à pied, de 3000 kilomètres. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es porté sur l'Islande ? Alors l'Islande, je sais, peut-être qu'on peut revenir à la base de la base avant de parler, enfin, de l'Islande, parce que l'Islande est née d'une chute que j'ai fait en Australie avant, et tout est né de là en fait. Mais juste pour parler de l'Islande d'abord, effectivement, donc, dans cet appel du Grand Nord et de l'Arctique, je n'avais pas envie d'être trop gourmand et j'avais envie de faire les choses pas à pas. Je sais que tu as interviewé Nicolas Dubreuil. Je pense que lui, il saurait dire à tout le monde à quel point il ne faut pas aller là-bas la fleur au fusil. Il faut, voilà, développer des connaissances au préalable. C'est une région qui ne pardonne pas du tout, où la limite entre la vie et la mort est très fine et elle est très claire aussi également. Donc voilà, on peut pas partir là-bas, on va dire en amateur pur. Donc j'avais besoin avant d'y arriver, pardon, j'avais besoin d'une périphérie avant pour commencer un petit peu à sentir ce froid extrême, à appréhender ces longues phases de solitude aussi, pardon. Et donc, on était en plein Covid quand je suis rentré d'Australie à l'époque. Et en fait, la seule île qui était sur le cercle polaire arctique, c'était l'Islande. Et c'était la seule qui était ouverte. Donc, j'y suis allé en avion parce que les bateaux étaient tous condamnés par cette maladie.
et enfin cette pandémie et voilà quoi. Donc j'ai juste voilà, essayé d'y aller progressivement et j'ai commencé par le cercle polaire. Et c'est vrai que j'ai oublié de préciser ce long voyage en Australie qui a été un élément assez fondateur, comme tu le disais, dans toute la construction de ton aventure par la suite. Parce que donc tu le racontes dans d'autres épisodes de podcast, on va peut-être pas trop détailler sur ce séjour en Australie, mais effectivement là-bas, tu as eu une prise de conscience assez importante. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bah, c'est-à-dire qu'avant l'Australie, en fait, et avant l'ostréiculture et avant toute cette passion enfin, pas cette passion, mais ce métier, je déteste ce terme, mais d'aventurier, voilà, et d'écrivain, j'étais dans la finance, en fait. J'étais chercheur en économie, c'était ça, mes études m'ont mené à ce métier-là. Et à l'époque, je travaillais dans une grande banque d'investissement à la Défense. Et ça faisait plusieurs mois que j'avais l'impression que je devenais un homme un peu trop mesuré, trop spécialiste des mouvements financiers. Et je perdais vraiment pied, en fait. J'avais une vie qui était à 1000 à l'heure. Je me réveillais tous les matins à 5h30 et je rentrais chez moi, il était 22h. Je passais presque 2 heures de temps dans le RER, donc ce qui est absolument un enfer. Et voilà, et je perdais ces points d'appui là, mes 3 points d'appui essentiels, donc qui étaient donc, on va dire l'immersion dans la nature prolongée, vraiment la dimension du long cours. Ensuite, la présence du risque véritable, donc l'inconnu. Et la troisième dimension, c'était la dimension artistique de cette vie-là, c'est-à-dire cette nécessité de partager par les mots et par la photographie ce que mon âme pouvait percevoir chaque jour ou durant chaque voyage. Et ça, en finance, j'avais complètement perdu pied ces 3 points d'appui-là. Donc, j'ai refusé un contrat un peu juteux de la part de la banque et j'ai pris un vol direction la Nouvelle-Zélande où j'ai rejoint mon ex-compagne là-bas et nous avons acheté une voiture aux enchères et on a traversé la Nouvelle-Zélande voilà, en caisse, dans une caisse à 2000 $. Et voilà. Et après ce voyage-là, du coup, j'ai atterri à Sydney et là-bas, j'ai écumé les quais du port de Sydney à la recherche d'un bateau pour pouvoir prendre la mer. C'était un métier qui me fascinait depuis très longtemps. Encore une fois, Jack London est le coupable. Bref, de semaine en semaine, il y a finalement un capitaine qui m'a pris à l'essai et ça s'est plutôt bien passé en pleine mer. Bref, des moments vraiment, vraiment incroyables et enfin, j'étais vraiment projeté dans les livres de Jack London, encore une fois, et j'avais un peu l'impression d'ouvrir les portes du monde réel, quoi, comment dire, d'offrir à mon corps, d'offrir à mon esprit, à mon âme réelle, ce qu'elle réclamait depuis très longtemps. Enfin, c'est-à-dire la liberté, quoi, la liberté de s'exprimer, en fait, de façon très pure et sans filtre, sans transparence et sans jouer de rôle. Et donc là, j'étais très heureux. Et à un moment donné, mon capitaine m'a dit, voilà, on est désolé, Pedro, c'était mon surnom sur le bateau, on doit te débarquer parce que voilà, la saison de pêche est terminée. Nous, on part aux îles Fidji. Je grimpais pas mal à l'époque sur les falaises de Sydney. Et un matin, alors que je voulais partir pêcher pour ma colocation, un gros poisson, j'ai désescaladé une falaise et j'ai confondu une branche d'eucalyptus avec un arbre mort. J'ai perdu pied, j'étais en arrière de 5 ou 6 mètres, je sais plus exactement, directement sur les rochers. Et donc inconscient, je suis tombé sur mon côté droit. Ma tête a tapé, mais j'ai pas eu de séquelles au crâne, heureusement. Et en fait, je sais pas comment j'ai fait pour remonter la falaise, mais je suis parvenu. Il y a un couple de personnes âgées qui a appelé les secours. Et je me suis réveillé après à l'hôpital. Et là, le chirurgien m'a dit, bah, on est désolé, monsieur Guillotel, mais on va pas pouvoir vous laisser repartir comme ça. On va vous mettre dans un fauteuil roulant. Et moi, pour qui le mouvement est crucial et fondamental et vital, bah, tout s'arrêtait, quoi. Et c'est très dur parce qu'on avait comme projet à l'époque de traverser l'Australie, voilà, sans rien, sans le sou, enfin bref, partir vraiment à l'aventure, encore une fois, même dans l'outback, etc. Et tout s'effondrait, donc je suis resté en fauteuil roulant pendant plusieurs mois. J'avais un pet à l'épaule, j'avais le coude qui était fracturé, la hanche qui était fracturée, les genoux qui étaient fracturés et 2 chevilles qui étaient en vrac. Donc c'était, voilà, immobile, quoi. Et là, c'est encore une fois les livres qui m'ont sauvé, les livres, notamment les récits de voyage, enfin contemporains ou classiques. Et voilà, c'est eux qui m'ont fait tenir et c'est là où justement progressivement, immobile, le corps en angle droit, j'ai pris conscience des choses et du fait qu'il fallait d'arrêter de subir sa propre vie,
d'arrêter de se soumettre aux autres, d'arrêter de se soumettre à des pressions qui nous mènent nulle part, et surtout d'arrêter de taire nos rêves d'enfant, quoi. Et moi, mon rêve d'enfant, c'était voilà, de partir dans le Grand Nord, découvrir ces régions, les hautes latitudes de l'Arctique. Et je me suis fait cette promesse-là d'arrêter l'économie et de me lancer à bras-le-corps dans cette aventure-là. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je suis rentré en France, un peu en vrac, et c'est là où j'ai découvert le métier d'ostréiculteur pour préparer mon expédition en Islande. Ben, merci pour ces précisions et j'aime beaucoup que tu parles de cet appel du Grand Nord, de ce rêve que tu avais depuis toujours, parce qu'en fait, ben, tu mentionnais tout à l'heure Nicolas Dubreuil, lui aussi il parle de ce champ invisible qui aimante progressivement. Et si tu veux bien que je partage un extrait du commandant Charcot, en fait, c'est un extrait rédigé lors de son expédition au pôle Sud en 1903, que j'ai trouvé d'ailleurs dans le livre de Flavien Iliat, qui était sur le podcast aussi. Et donc le commandant Charcot dit: d'où vient cette étrange attirance de ces régions polaires, si puissantes, si tenaces, qu'après en être revenu, on oublie les fatigues, morales et physiques, pour ne songer qu'à retourner vers elles. Je sens aujourd'hui que ces régions nous frappent en quelque sorte d'une religieuse empreinte. L'homme qui a pu pénétrer dans ce lieu sent son âme qui s'élève. Et donc, j'ai l'impression que ça rejoint ce que tu viens de dire, cette espèce de d'attirance, et j'imagine qu'elle a dû être encore plus forte après avoir vécu toute cette expérience en Islande, parce que voilà, que ça soit Nicolas Dubreuil ou même Elliot Schoenfeld, ils parlent de cet appel des zones blanches, en fait. Donc j'imagine qu'il faut vraiment y aller pour ressentir encore plus cet appel. Bah, l'appel, par définition, c'est quelque chose qui se produit alors même qu'on n'y est pas allé. Donc, c'est ça qui est particulier. Et moi, c'est justement l'inconnu de ces régions du Grand Nord qui m'appelle. Une fois qu'on y est allé, forcément, après, on a pris la petite graine et puis après, voilà, on est piqué et on y retourne. Mais au point de départ, il y a vraiment cette question de la sensibilité et cette question un peu poétique du pourquoi, effectivement, ces régions qui sont quand même très hostiles, qui sont dépourvues d'hommes pour la plupart. Et, enfin, il y a beaucoup de poètes, je pense à Thomas Tranströmer, qui est suédois, qui parlait de la désolation hyperboréenne. Et je trouve ça, le terme est très beau, je trouve. Et c'est vraiment ça que je vais chercher là-bas. Mais je vais pas chercher là-bas seulement pour m'éprouver, pour être au contact des éléments, même si c'est le cas, hein. Je traque le sauvage et le vif. Je rêve de phrases qui ont on va dire, une puissance charnelle. Et cette puissance charnelle, on la trouve que si jamais on est au contact des éléments. Donc moi, c'est aussi pour ça que j'y vais, c'est pour mieux écrire et pour mieux retranscrire les choses. Mais par-delà ça, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de trouver sa paix aussi là-bas. Et là-bas, j'ai tendance à refroidir un peu mes chaudières intérieures. Et c'est quelque chose qui me fait du bien, même si j'ai les doigts gelés, même si j'ai les orteils qui commencent à couiner un peu, j'ai mon cœur qui s'apaise. Et ça, c'est quelque chose que je ne trouve nulle part ailleurs. Je ne peux pas l'expliquer. C'est une question de sensibilité. C'est très subjectif. Et il y a aussi la question un peu poétique de ce que je disais tout à l'heure, un peu en introduction. C'est derrière ces régions qui, d'apparence, sont extrêmement rudes, où le blizzard est omniprésent et les températures chutent drastiquement et mangent nos chairs. Bah, il y a une poésie, quoi. Il y a une poésie vraiment sous-jacente dans ce blanc-là. Et c'est ça que je traque aussi. C'est cette beauté, c'est la façon dont la nature, on va dire, agence la vie aussi. De quelle façon est-ce que les animaux là-bas vivent, de quelle façon est-ce qu'ils s'adaptent, de quelle façon est-ce que le ciel change, pourquoi est-ce que les aurores boréales existent. Enfin, tout ça m'excite profondément et me rend vivant, en fait. Et quand on est là-bas, j'ai l'impression que mon sentiment de vie il s'élargit, quoi. Et j'ai l'impression que mon aire de vie s'élargit. Et puis j'ai les battements de mon cœur qui s'accélèrent toujours. Et alors même que je suis plus calme. C'est ça qui est très étonnant. Quelque chose de l'ordre de l'intensité pure. Et tu parles de nature, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, de ce lien que tu as pu tisser au fil des jours. Peut-être replacer un petit peu le contexte de l'expédition pour celles et ceux qui découvrent ton aventure.
Donc là, on est fin août 2020, on a toujours cette période du Covid, et tu expliques en fait que l'Islande respire, qu'elle est un petit peu rendue aux Islandais parce qu'il y a eu beaucoup de tourisme, et là, avec toutes les restrictions, tu l'expliquais, il y a eu, t'as dû faire une quarantaine en fait avant de commencer ton aventure. Il y a plein de touristes qui se sont pas lancés dans cette aventure-là à ce moment-là, et du coup, l'Islande était vraiment sereine à la période où tu es allé. Et tu dis que la nature suffit pour remplir nos journées, ou tu parles même d'une citation de Victor Hugo qui dit que la nature nous parle. Donc, tu as eu ce luxe, un petit peu, j'ai envie de dire, de pouvoir la découvrir très sereinement, parce que là, à l'heure actuelle, l'Islande, c'est... J'y suis pas allée encore, mais j'ai l'impression que c'est vraiment touriste sur touriste et qu'il faut bien choisir sa période pour y aller. Ouais, complètement. Mais il y a un énorme paradoxe à ce Covid-là, c'est que même si effectivement, de prime abord, on se dit qu'arriver dans un pays qui est complètement vide, où tout est fermé, ça m'a posé aussi pas mal de problèmes, notamment pour mes ravitaillements, parce que c'était, voilà, normalement, je devais faire des dépôts de nourriture, ou d'envoyer de la nourriture dans le centre de l'Islande lorsque j'allais traverser ce haut plateau. Bah, j'ai pas pu, parce que c'était, voilà, le Covid avait tout fermé, que tous les refuges aussi étaient fermés. Donc là, en cela, ça a vraiment accru la difficulté de l'expédition. Par contre, en revanche, effectivement, le Covid a complètement vidé l'île de ses touristes, et l'île était rendue aux habitants, aux locaux, et en cela, la nature respirait à nouveau. Et ça, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens là-bas, évidemment, et notamment des rangers, et notamment l'une d'entre elles qui me disait qu'elle voyait vraiment la différence, quoi. Quand les hommes s'en vont, la nature revient, les animaux reviennent, et c'est une réalité. Et en cela, je pense qu'effectivement, enfin, de mon point de vue, très solitaire, pas trop misanthrope, hein, mais solitaire. J'ai eu ce luxe effectivement d'avoir cette île-là, déserte un peu, et rien qu'à moi, quoi, parce que j'ai pas non plus respecté toutes les règles là-bas, c'est vrai, où les gens devaient rester quand même dans les villes et étaient un peu confinés. Ça m'est arrivé 2 fois de me faire arrêter par les flics, mais je leur expliquais les choses, et puis ils comprenaient, quoi. Et puis je ne nuisais en rien, à la santé des autres, puisque je ne croisais personne. Donc tu as choisi de partir aussi assez longtemps pour pouvoir découvrir l'Islande au fil des saisons. Tu as pu voir donc les 3 saisons, et j'imagine que ça a rajouté dans l'intensité de pouvoir découvrir en fait autant de paysages, mais aussi sous différents jours. Et c'est ce qui ressort beaucoup dans ton livre aussi, que voilà, tu décris tous ces paysages, toute cette beauté, et tu expliques: le cœur de l'Islande résonne dans chaque élément. L'île nous invite à la contemplation. Elle ne dit pas qu'il faut transformer le réel là où il ne convient pas à nos goûts. Elle dit qu'en chaque lieu réside une parcelle de beau. Est-ce que c'était pas, j'ai déjà posé la question à un invité, mais perturbant en fait de voir autant de beauté et autant de changements, parce qu'avec ces changements de saison, il y avait constamment de la variété, c'était pas trop parfois? Bah, non, puisque j'étais très lent, en fait, et la lenteur, justement, permet d'absorber mieux les choses, et c'était effectivement mon rempart à cette explosion de beauté. Mais et puis accessoirement, la beauté n'est ni ici, ou là-bas, enfin elle est partout où un œil, est là pour la contempler. Donc c'était, enfin quelque part, si jamais tu as trop de beauté en toi, ferme les yeux, et puis et puis voilà. Mais vraiment la lenteur, et tu parlais tout à l'heure de l'aventure au long cours. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de partir si longtemps pour voir l'île se faire baptiser par plusieurs saisons, en l'occurrence 3, donc la fin de l'été, l'automne et l'hiver. Mais aussi c'est parce que, j'avais besoin de sentir ce tissage, et c'est ça que permet pour moi l'aventure au long cours, et ne permettent pas aujourd'hui les expéditions un peu flash, qu'on peut voir en ce moment, où les gens ont plus tendance à consommer un lieu qu'à le découvrir réellement. Moi, j'avais pas envie de, comment dire? De goûter et de découvrir cette nature islandaise en voleur. J'avais besoin de me laisser un peu absorber par elle, et surtout de me dissoudre en elle, et c'est ça que permet la lenteur, quoi. Et l'aventure au long cours, c'est justement ce tissage entre le mouvement du corps et celui de l'esprit, entre cette étoffe, très légère qu'on crée, en fait, entre l'air dans lequel, enfin, que l'on respire, et le songe, en fait, entre le visible et l'invisible.
Et tout ça est permis par cette aventure au long cours. C'est ça qui nous ramène à l'essentiel pour moi. Et c'est ce pourquoi j'ai choisi de partir aussi longtemps, quoi. J'avais besoin de, voilà, de ralentir les choses, de ralentir, de revenir à des choses, comment dire? Très basiques, très primaires. J'avais besoin de repriser un peu mes priorités, de repriser mes besoins aussi. J'avais besoin de, comment dire? De simplifier la notion du luxe pour moi. Parce qu'à un moment donné, en Islande, avec le froid, le luxe venait simplement du fait que le froid cessait ou que la faim cessait ou que la soif cessait. Je n'avais absolument rien à faire d'être dans un hôtel de 5 étoiles, ça ne m'apportait absolument rien. Par contre, effectivement, une douche chaude après 40 jours, dans les hautes terres, ça, c'était un bonheur incroyable. Je fais une petite parenthèse là par rapport à cette nature. Tu parles justement de cette fameuse douche. J'aime beaucoup parce qu'à un moment dans le livre, tu racontes à plusieurs moments que les gens que tu croises te disent bon, là, tu sens un peu le mouton, là, tu sens le cheval. Et effectivement, je comprends qu'au bout de 15 jours sans douche, ou même un peu plus, ça devait être assez challenging. Et tu dis même, la nature t'impose une odeur que tu apprends à tolérer. Ah ouais, non, mais c'était absolument ignoble. Mais dans la tente, c'était des odeurs impitoyables. C'était une agression permanente, de l'odorat, c'est clair. Mais on s'y fait, en fait. On s'y fait vraiment. Le plus dur, c'était et le moment où on a vraiment l'impression de se départir de soi-même et de son côté un peu civilisé, c'était, en plein mois d'hiver où je ne pouvais plus faire mes besoins à l'extérieur de la tente, je les ai à l'intérieur. Ça, c'était des moments un peu, voilà, tu te dis: «OK, waouh, je suis un peu loin quand même à ce moment-là». Mais après l'odeur, sincèrement, tu t'y fais, quoi. Je n'avais pas de parfum évidemment et puis j'avais accessoirement des super vêtements en laine de mérino, ce qui absorbe beaucoup les odeurs, mais à un moment donné, même le mouton n'est pas suffisamment fort pour combler cette chose-là. Et tu vois, on parle des animaux, pardon, ça me fait la bonne transition. Tu dis aussi que c'était une sacrée distraction, parce que dès les premiers jours, en fait, tu te rends compte que tu t'arrêtes tous les 100 mètres pour observer tel ou tel animal. Et on ressent vraiment ce lien très proche que tu construis petit à petit. Enfin, j'imagine que tu étais déjà, pardon, sensible aux animaux avant ça. Et tu parles notamment de cette rencontre avec les renards, notamment ton fameux renard bleu. Est-ce que tu veux bien décrire ce renard pour les gens qui connaissent pas forcément cette espèce ou ce petit lien que tu as pu tisser au fur et à mesure? Alors j'en ai rencontré plusieurs des renards, mais il y a plus particulièrement une rencontre avec l'un d'eux qui m'a vraiment pris au cœur. Mais avant ça, je peux peut-être déjà préciser où est-ce que je les ai rencontrés en majorité. C'était dans la péninsule d'Hornstrandir, qui était en fait, le point de départ de mon expédition. Donc c'est une région très isolée, qui est située au nord-ouest de l'Islande, dans une région qui s'appelle les Fjords du Nord-Ouest. Et donc je suis parti là-bas. Et là-bas, en fait, la particularité de cette région-là, qui est une réserve naturelle dans sa partie la plus extrême, à l'ouest, c'est une région qui protège les renards polaires. Et alors que partout ailleurs en Islande, le renard est chassé, entre autres pour sa fourrure et parce qu'il est considéré aussi comme nuisible, voilà. Donc là-bas, par contre, il est vraiment, vraiment, protégé et ce qui crée en fait, bah, des comportements un peu moins farouches, vis-à-vis de l'homme et ce qui peut aussi créer des proximités, assez folles et j'en ai eu une particulièrement avec l'un d'eux. Donc c'était un renard bleu. Pourquoi renard bleu? Parce que ces renards-là, contrairement à leurs cousins du Grand Nord qui changent de pelage, avec l'hiver et deviennent blancs, et beh, eux, du fait de l'endroit et de la géographie dans laquelle ils chassent, à savoir les zones très côtières, avec des galets très sombres, là où le rivage, charrie des charognes ou des cadavres et cetera, dont ils se nourrissent, et ben, en fait, leur pelage à eux ne vire pas au blanc et reste très sombre, un peu, en général, très gris, d'où son nom de renard bleu, que j'adore d'ailleurs, que je trouve absolument poétique. Et après 2 jours de marche, donc je passe un col, je redescends dans une vallée, très abondante de verre et j'arrive sur une plage, et tout à coup, donc je pose mon sac pour boire un coup et au loin, je me souviens sur ma gauche, très au loin, à plusieurs centaines de mètres, je vois une petite boule comme ça trottiner et éviter, voilà, les vagues qui se déversent sur le rivage et donc je pense qu'il était en train de chercher de la nourriture, quoi. Mais il avait vraiment une trajectoire très aléatoire, il zigzaguait, et je me disais: «Mais putain, mais c'est quoi ça?»
Et puis voilà, de fil en aiguille, évidemment, il est arrivé de plus en plus proche jusqu'à ce qu'il me prenne au vent et là, il m'a senti. Donc moi, je me suis complètement figé, je me suis allongé et il m'a regardé et voilà, on s'est échangé des regards, ça a duré, voilà, peut-être 5 secondes, mais ça a vraiment paru une éternité et j'ai eu l'impression que les frontières, entre l'humain et le non-humain, entre lui et moi se sont complètement effondrées j'ose espérer qu'il a senti ma bienveillance que j'avais à son égard. Et puis finalement, voilà, il m'a oublié et puis il est reparti encore une fois en trottinant, mais vraiment sans aucune peur, quoi. C'est ça qui était bon à voir et qui prenait vraiment soin de mon cœur, c'était de le voir, sans peur, en fait. Et j'ai côtoyé, l'un de ses camarades, plusieurs jours après, donc et lui, c'était encore plus particulier, lui, il m'a suivi carrément sur plusieurs étapes. Je pense il suivait, toutes les senteurs de mes repas du soir notamment et plusieurs fois, le matin, quand je sortais de la tente, je voyais souvent, il y avait des petites crottes, qui étaient autour de la tente, voilà. C'était sa façon de me dire bonjour et en fait, on a été séparés par une grosse rivière que moi j'ai traversée, presque à la nage, enfin à gué, mais elle était tellement profonde que j'ai dû voilà et lui évidemment ne pouvait pas et donc et voilà, on s'est séparés comme ça mais j'y ai repensé tellement de fois, quoi. Dès que je me sentais vraiment seul ou que mes proches, ou le visage de mes proches ne me suffisait plus pour me faire du bien, mais je pensais à cette petite boule de poil là et ça me faisait sourire souvent. Et qu'est-ce que tu as rencontré d'autre comme animaux? Parce que j'imagine que tu as dû avoir d'autres rencontres, bon, peut-être pas au niveau de celle-ci, mais qui ont dû te chambouler aussi. Alors il y en a eu beaucoup, beaucoup, il y a eu évidemment les rennes, dans l'est de l'Islande, des animaux tellement gracieux, tellement beaux, mais ce sont des êtres qui sont semi-sauvages en fait. Ils ont été importés, par les Vikings et aujourd'hui ce sont des troupeaux qui vivent, exclusivement dans l'est de l'Islande. Et je les ai découverts un peu tardivement, là où la neige était déjà, assez présente, durant l'expédition. Et ce que j'ai le plus apprécié chez eux, c'est leur façon dont ils fuyaient. On a vraiment c'est cette grâce, quoi, c'est cette façon de se déplacer dans la neige avec une telle légèreté, une telle facilité, alors que ce sont des animaux quand même qui sont quand même assez lourds, quoi. Ça fait un bon 60 kilos, je pense. Et sinon, j'ai aussi côtoyé des lagopèdes, donc c'est des perdrix des neiges, qui elles aussi, changent de couleur avec la saison. Donc, souvent d'ailleurs, en général, leur plumage est un bon indicateur de là où on se situe dans l'année. Et aussi, il y a eu les fameux oiseaux marins, dont le fulmar boréal, qui j'ai quand même une bonne anecdote. C'était pareil au tout début de l'expédition. Donc, faut savoir qu'à Anstrendir, là où j'ai commencé l'expédition, c'est une région qui est quand même où il y a beaucoup, beaucoup de falaises. Et ce que j'ignorais avec le fulmar boréal, c'est que, il est assez territorial et lorsqu'il se sent un peu en danger, c'est-à-dire que si jamais je me rapprochais un peu trop de la falaise et qu'il se sentait en danger, ce qu'il faisait, c'est il quittait son nid donc à flanc de falaise, plongeait dans le vide comme ça, il prenait un vol ascendant, il se mettait en stationnaire juste au-dessus de ma tête et il m'a vomi dessus, en fait, plusieurs fois. C'était une substance, jaunâtre, huileuse, nauséabonde, fait de méduses, je crois, semi-digérées, de plancton et de poissons, quoi. C'est normalement destiné à la nutrition des oisillons. Donc voilà, donc j'ai senti l'huile de poisson pendant pas mal de jours, hein. En parlant de rencontres, tu as aussi donc eu beaucoup de rencontres avec des Islandais. Est-ce que tu veux bien nous expliquer quels souvenirs tu en as retenus de leur accueil, de tes échanges avec eux? Alors les Islandais, donc souvent je les rencontrais après de longues périodes de solitude. Donc il y avait un biais déjà de base dans nos rencontres, c'est-à-dire que je pense que quiconque a déjà vécu des périodes de solitude qui vont de 15 à 20, 25 jours, 30 jours en pleine nature, quand on arrive dans un village, et notamment dans des fjords très isolés où voilà, souvent c'est des marins pêcheurs ou des bergers, et cetera, qui y résident, mais on a envie d'aller vers l'autre évidemment et je pense qu'on a un besoin de partager, de causer qui est absolument, heu, qui est énorme, quoi. Et je pense que les Islandais l'ont vraiment senti et donc en fait, toutes les rencontres que j'ai pu faire avec eux,
Ça a été incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai encore tous les numéros WhatsApp et je converse encore avec eux régulièrement. Et c'est vraiment pas un mensonge, quoi. Et je pense notamment à un couple de personnes qui s'appellent Ingi et Siga, qui m'ont, je pense, sauvé l'expédition après quelques déboires que j'ai eus dans le centre de l'Islande, là, après la traversée d'un glacier qui s'appelle le Langiokot. Donc j'étais monté sur la calotte glaciaire de cette zone-là quelques jours auparavant. J'ai été pris dans un blizzard, mais absolument monstrueux. Et ma tente a été balayée, a été détruite pendant la nuit. Et je suis redescendu du coup le lendemain, après avoir traversé un dédale de crevasses. J'étais absolument exténué. Je ressemblais à un sanglier tellement j'étais vraiment fatigué. Et gros hasard, je me suis dit: «Bon, bah, l'expédition elle est finie, ma tente est complètement détruite, c'est terminé. Je vais devoir marcher au prochain village qui était à 50 ou 60 bornes, je crois». Et en fait là, au moment où je me dis ça et où je m'apprêtais presque à creuser un trou ou alors me faire un igloo, et là je regarde, enfin je lance mon regard vers le sud, je me souviens, et là je vois un point rouge qui commence à zigzaguer un peu dans la moraine, et je me rends compte en fait que c'est un 4x4 qui arrive. Et il se gare à voilà 100-150 mètres de moi. Il y a un homme qui sort, puis une femme, puis, un enfant, puis un second enfant, puis une troisième jeune fille. Et là, je me dis: «Mais c'est pas possible, quoi, c'est un miracle, quoi». Et ils ont compris direct, les choses, et ils m'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? On est en plein Covid, au milieu de rien». Et donc je leur ai dit: «Voilà, j'ai quelques petits déboires, là, je fais une petite marche en Islande». Et hier, bah, j'ai voilà, ma tente qui s'est détruite, là-haut. Et ils m'ont dit: «Bon, bah, écoute, on t'emmène, on va t'acheter, du matériel pour réparer ta tente et puis tu pourras repartir, comme ça». Et en fait, je suis resté avec eux plusieurs jours. Ils m'ont ouvert, grand leurs portes. Je me souviens, Guy a fait, un agneau avec, des pommes de terre en robe de chambre avec une sauce beaucoup trop fromagère, mais excellente. On est passé de la misère totale et de la déperdition psychique à un moment, exquis et luxueux où, j'avais une chemise sur moi qu'ils m'ont prêtée. Mais au-delà de ce moment-là, ce que je dirais, c'est que les Islandais ont ce trait de caractère des gens du Nord. C'est quelque chose d'assez stoïque de prime abord, mais une fois qu'on gratte un peu, ils s'ouvrent et ils sont d'une chaleur humaine incroyable parce qu'eux savent ce qu'est le blizzard. Eux savent ce que c'est que traverser de ces zones-là, très hostiles, au contact des éléments. Ils connaissent tout ça, bien mieux que moi. Donc, ils savent par quoi je suis passé et je pense ils ont une forme de compassion ou de pitié parfois aussi. Et non, non, régulièrement, ils m'ont quand même ouvert leurs portes ou ils m'ont, sur le bord de la route, il y a beaucoup de gens qui me proposaient de m'emmener évidemment, donc j'ai toujours refusé, fidèle à mon projet. Mais par contre, voilà, des fois j'héritais je me souviens, il y a des nonnes qui m'ont offert des chocolats, dans la péninsule de Snæfellsnes. Voilà, c'est un 4x4 de nonnes qui te double et qui t'offre des chocolats, je trouve ça extraordinaire. Et puis sinon, il y a eu cette rencontre, là, c'était pas avec un Islandais, c'était avec un berger écossais, le 31 décembre, après la traversée du centre, mais dans le sens inverse. Du coup, là, c'était vraiment la fin de l'expédition. Je me dirigeais vraiment vers le nord. Ça faisait plusieurs jours qu'il faisait -30 ou -35. Sous la tente, ça commençait à vraiment, vraiment faire très, très froid. J'avais les doigts gelés et voilà, du jour au lendemain, je passe, cette fameuse chaîne de montagnes-là qui m'amène vers les plaines de lave du grand nord de l'Islande. Et je me dis: «Bon, bah, OK, là, il y a un hameau à 2 bornes, mais en aucun cas, il y aura du monde, quoi». On est en plein Covid, on est en plein hiver, les gens, en général, sont plutôt sur le pourtour océanique de l'île. Et en fait, je vois au bout de la piste un énorme monsieur qui doit faire dans les 2 mètres, avec 2 boules de poil de part et d'autre de lui. Et à 50 mètres de lui, il lève les bras en l'air et pareil, il me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Et voilà, je lui dis: «Bah, écoute, je termine ma marche en Islande, je suis gelé franchement, je suis tellement content de te revoir, enfin de te voir, pardon». Et il m'a dit: «Écoute, voilà, j'ai fait un chili con carne pour le nouvel an, est-ce que ça te dit qu'on le partage ensemble?» Et j'ai dit: «OK, super». Il m'a offert une douche, on a passé, la soirée ensemble. Voilà, en tant qu'Écossais, il m'a offert quelques verres de whisky et c'était incroyable. Oui, parce qu'effectivement, tu as rencontré des Islandais, mais tu as aussi rencontré, je pense par exemple à Max, le néo-calédonien.
à la gueule d'ange, comme tu expliques, tu as rencontré des ouvriers polonais, tu as rencontré un basque, tu as fait vraiment tout un tas de rencontres, mais c'est vrai que j'ai retenu aussi cet accueil hyper généreux des Islandais, et aussi petit à petit j'ai l'impression que tout le monde semblait au courant de ton aventure, parce qu'il y a des gens qui te disaient «Ah mais oui, c'est toi qui marches!» Je sais pas, à la fin, est-ce que tu te prenais un peu pour la star le français qui traverse l'Islande, mais en tout cas c'est fou de voir à quel point la nouvelle s'est répandue assez rapidement. Ouais, non, j'étais super étonné. Alors évidemment, la star, non, absolument pas. C'est juste qu'effectivement, oui, des fois, quand je me réinvitais dans une toute petite épicerie, où à ce moment-là, je devais un peu revenir sur la route, etc. Je discutais avec l'épicière ou l'épicier du coin. Enfin, ils me posaient des questions, évidemment, parce que du fait qu'il n'y a aucun touriste, ils venaient voir un gars avec une énorme barbe, un sac à dos immense, et des grosses chaussures. Forcément, ça étonne un peu. Donc, 2-3 étapes après, il y a quelqu'un qui s'arrête sur le bord de la route et qui me dit: «Ah, c'est toi le Français qui marche?» Ouais, effectivement. Ça arrivait plusieurs fois. Mais c'était toujours des moments, moi, ça me faisait extrêmement sourire, ça me faisait plaisir. Et je pense aussi à un photographe français, Nicolas, que je salue d'ailleurs s'il écoute ça, qui a reconnu ma tante. Il m'a dit: «Mais mais c'est toi la tante orange que j'ai croisée, enfin qu'on a vue au loin dans les plaines de lave du sud?» J'ai fait: «Beh, oui, oui, effectivement, j'étais sous une tempête à ce moment-là». Il m'a dit: «Ouais, ça mouillait un peu ce jour-là, non?» Je fais: «Oui, oui, j'étais en train de réparer ma tente de l'intérieur», effectivement. Et voilà, il m'a cuisiné un tacos dans son van, et puis voilà, ouais. C'était super. Et là, tu parles de ta tante, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien. Tu expliques dans d'autres interviews que au fur et à mesure, les jours passent, tu te mets à parler à ton réchaud. Voilà, on a parlé de cette odeur parce que l'hygiène, c'était pas l'idéal, on va dire. Et aussi, ce qui m'a beaucoup fait sourire, c'est qu'en fait, sur les 35 kilos que tu portais sur le dos, tu avais quand même emmené près d'1 kilo de livres. Ouais, je sais, c'est complètement stupide, mais je suis plutôt adepte des choses, palpables, et physiques que des liseuses. Donc j'ai besoin de sentir les bouquins. Donc voilà, j'avais de la poésie, j'avais Rimbaud, j'avais Blaise Cendrars, j'avais Thomas Tranströmer. J'avais aussi évidemment, plusieurs ouvrages contemporains. J'avais du Tesson, j'avais Martin Eden de Jack London. Enfin bref, j'avais quand même pas mal d'ouvrages, et c'est eux qui m'ont aussi parfois, sous la tente, fait tenir, lorsque la tempête sévissait à l'extérieur. Voilà, plonger ses yeux dans ces lignes-là, ça fait du bien, effectivement, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que je parlais à mon réchaud, que je conversais ou parlementais avec ma brosse à dents. Effectivement, c'est le cas, et c'est un peu les limites de la solitude. C'est-à-dire que la solitude te permet, comment dire? Faire une expédition en solitaire, c'est pas je ne me force pas à la faire puisque c'est vraiment qui je suis. J'ai besoin de ces bulles-là de simplicité où voilà, où je peux vivre mes idées en silence sans avoir le besoin de les exprimer à qui que ce soit. Donc la solitude pour moi, elle est vraiment, vraiment nécessaire. Par contre, effectivement, elle a ses limites. C'est-à-dire que sur le long terme, voilà, je dirais même qu'on vire parfois un peu schizo, quoi. On a enfin, des fois, on parle à son ombre. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans le désert, de sable noir, pris par la monotonie et justement par ces longues phases de solitude, de m'étonner devant des nuages, de leur donner des noms, tu vois? Donc c'était des moments un petit peu étranges, mais c'est ce qui fait aussi le charme et du fait de s'atteindre, d'aller très loin en soi. Quand on atteint ce stade-là, c'est qu'on est allé, ouais, on est allé au bout de soi-même, je pense, d'une certaine manière, je vais dire, psychiquement. Oui, parce qu'aussi sur la solitude, tu expliques que le propre de la solitude, c'est qu'on goûte mieux aux rencontres après. Et donc c'est pour ça, tu sais, quand tu rencontrais des Islandais, tu savourais encore plus ces moments, j'imagine, avec eux. Ouais. Par contraste, évidemment, c'est clair, c'est des trucs qui sont complètement impromptus et ça t'illumine, quoi, de mille feux, c'est incroyable. Surtout pendant l'hiver où l'obscurité, était tenace, où on a l'impression que les ténèbres étaient très épais autour de soi-même entre, 11h, enfin, le soleil se levait à 11h et se couchait à 15h. Donc je marchais tous les jours, saison après saison, je me levais tous les jours à 6h30 et je partais marcher à 8h et j'arrêtais de marcher à 18h30. Mais c'est vrai que quand tu es vraiment dans l'obscurité totale, où tu vois juste le faisceau de ta lampe frontale devant toi, où tu ne vois personne pendant plusieurs jours, voilà, le fait de sentir la chaleur humaine, de voir un sourire, franchement, ça fait du bien, et c'est complètement démesuré contrairement à aujourd'hui où on vit en société,
où le fait de voir son prochain, c'est quelque chose de quotidien. Je dis pas qu'on savoure moins la rencontre aujourd'hui, mais c'est pas la même chose pour moi. Il y a vraiment ce truc d'illumination. C'est particulier. Est-ce qu'en tout cas, tu as pu tirer peut-être des enseignements de cette solitude en Islande que tu as réussi à réappliquer à ton retour? Alors par rapport aux rencontres, non. Par contre, l'enseignement de ça, c'est que j'ai encore plus besoin aujourd'hui de ces bulles-là de solitude. C'est-à-dire que ça m'arrive au contraire heu, quand je suis dans une soirée, par exemple, avec des amis ou quand je suis je ne sais pas, quand je vais dans un endroit avec plusieurs personnes, très régulièrement, j'ai besoin de m'extirper du groupe pour, m'isoler, me retrouver et surtout retrouver du silence. C'est ça qui me manque aujourd'hui. Heu, Toute cette phase de silence que j'avais en Islande, très riche pour moi parce que très fertile, en fait, pour la réflexion, pour le changement de perception aussi également. Bah, ça, c'est vrai que ça a été vraiment une agression quand je suis rentré en France et notamment à Paris. Quand je suis rentré dans le métro, c'était violent, c'était vraiment, vraiment violent. Donc moi, mon ataraxie, ma paix, intérieure, elle se trouve effectivement dans tous ces moments un peu de silence, de solitude. Mais par contre, j'ai encore une fois besoin d'exprimer les choses à des gens. J'ai besoin de converser, j'ai besoin de confronter mes idées, j'ai besoin de partager. Donc en aucun cas, je suis un misanthrope. J'ai besoin de ces petites bulles, enfin, pour me sentir moi. Et pour mieux t'exprimer après. Ouais, je pense, ouais. Après, c'est comme la marche, hein. La marche, Montaigne l'a très bien exprimé dans ses ouvrages. Lui, pour faire jaillir ses idées, pour mieux voir à l'intérieur de lui, il avait besoin de marcher, de se mettre en mouvement. Bah, moi, j'y corrobore la solitude, j'y corrobore le silence. Encore aujourd'hui, tu vois, j'ai pris la route, je suis allé sur la plage de Gavre, pas très, très loin de chez moi. J'ai marché, 10 bornes sur la plage, voilà, juste, pour être au contact des éléments et voilà, et j'ai fait jaillir quelques idées que j'ai ensuite, apposées sur papier, quand je suis rentré. Et là, on parlait donc de cheminement intérieur, et c'est vrai que dans le podcast, j'aime bien aborder cette notion de voyage intérieur à chaque fois qu'on part en expédition ou qu'on découvre un lieu. Et tu dis dans le livre, ma quête, c'est une fuite autant qu'une aventure esthétique, intérieure et physique. Que tu es en fait tu recherches un galop furieux de sensations. Et est-ce que tu as eu des prises de conscience à ton retour par rapport à ce voyage? Est-ce que tu sens que tu as peut-être fait exploser des verrous, que tu as peut-être... parce que tu dis aussi que à la fin de ce voyage, tu te sentais mieux avec toi-même, que tu te sentais reconnecté. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs aventuriers que j'interviewe qui m'expliquent ça, qu'ils ont réussi à avoir des prises de conscience dans ces aventures-là, qu'ils ont peut-être pas forcément au quotidien. Donc est-ce que toi, tu sens que c'était vraiment... t'as ouvert les vannes lors de cette expédition-là, et puis tu arrives à le mettre en place petit à petit au quotidien? J'ai ouvert les vannes sur la façon dont j'appréhendais certains drames de ma vie auparavant. Heu, L'expédition pour moi en cela, elle a été très, très salvatrice. J'ai pu digérer beaucoup de choses et effectivement dans le bouquin, j'écris, que je pouvais enfin me dire «oui» quoi. Heu, non, non, pour moi, c'était plutôt ça. C'était le fait de retrouver une paix en fait, que je n'avais pas auparavant. Voilà, une tranquillité de l'âme surtout, que je n'avais pas auparavant non plus et j'ai l'impression de m'être un peu assagi. Je dis pas que j'ai gagné en sagesse, mais j'ai l'impression que mes décisions sont un peu moins chien fou. Ça, c'est la première chose. Après oui, bien sûr, le fait de se reconnecter aux choses, de se reconnecter, à la réalité, de retrouver une présence aux choses, de retrouver une présence au temps, ça, c'est clair que c'est évident mais avant toute chose aussi, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon sentiment de liberté. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez rare, lorsque je suis en France, alors que là-bas, il était omniprésent et voilà, mes journées étaient dictées par l'instinct et un instinct assez primitif et ça, c'était un vrai bonheur. Mais pour parler de la reconnexion, intérieure, s'atteindre, ça prend du temps, hein. Ça demande quand même de plonger en soi, c'est de descendre avec un fil à plomb très, très lourd et
encore une fois, en cela, les aventures au long cours permettent cela, je crois. Il faut digérer les choses lentement. C'est plutôt ça qui me fait mieux aller après. Et dans ce cheminement, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce lien avec l'intensité que tu recherchais, l'intensité par rapport à cette nature extrême, par rapport à ces conditions extrêmes. Parce que tu parles dans ton livre de la douleur physique, que tu recherchais, voilà, cette intensification de l'existence, que ça soit par rapport aux 35 kilos que tu portais sur ton dos, les 30 kilomètres en moyenne que tu faisais par jour. Et au début, voilà, tu sens que ton dos te brûle, que c'est compliqué au début, mais voilà, tu continues à avancer malgré ces douleurs physiques. Et en fait, tu dis que ça te fait te sentir vivant, que cette douleur, en fait, c'est ce qui t'anime. Et est-ce que tu sais pourquoi tu recherchais autant d'intensité? Non, mais enfin, pour moi, l'intensité, c'est ce que je recherche en premier lieu, en fait. C'est l'intensité, la façon dont on se fabrique des souvenirs. Mes souvenirs, là, quand on me demande c'est quoi ton souvenir le plus vivace, spontanément, même si je veux m'empêcher d'y penser, c'est le moment où je me suis allongé pour traverser un pont de neige et en dessous, il y avait une immense crevasse. C'est tous ces moments-là, en fait. Plus que j'aimerais pouvoir dire que c'est une rencontre avec un homme, avec une femme, mais c'est toujours les souvenirs les plus vivifiants, les plus saillants dans ma mémoire. C'est toujours des moments très risqués ou alors de très grande douleur. C'est un peu triste de le dire, hein, mais je recherche ça. C'est pour ça que je recherche aussi le risque. C'est pour moi, c'est vraiment un vecteur d'intensification de l'existence. C'est quelque chose de très réel et voilà, traverser les rivières glaciaires, à gué ou à la nage, avec son sac sur le dos ou affronter seul le blizzard, sur le glacier Langnekuit ou passer à travers un pont de neige par -25 degrés, exhorter ses orteils gelés, voilà, à avancer, alors qu'un vent du nord se lève sur le plateau. C'est tous ces obstacles-là, subliment en fait l'expérience en l'intensifiant pour moi, c'est vrai. Et je pense que parce qu'on cherche une connivence un peu parfaite avec la nature, bah, le fait enfin le marcheur en fait, doit se soumettre à ces conditions, environnementales qui le dépassent et c'est ça pour moi qui est très beau quoi. Et l'effort à fournir est vraiment indissociable du voyage quoi et le risque à endurer sublime tout pour moi. Mais du coup, je suis en train de me demander, est-ce que c'est peut-être pas ça un peu la balance que tu as trouvée, à la fois cette intensité et à la fois ces espèces de bulles où tu avais tes moments de réflexion, où tu étais dans tes réflexions et qu'en fait les deux vont ensemble. Bah, exactement, c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai besoin des 2 en fait. J'ai besoin de cette oscillation permanente entre le risque et le paisible. J'ai besoin d'avoir des phases où je me mets vraiment en mouvement, où je me dépasse physiquement et des phases d'immobilité pure, de simple contemplation. J'ai besoin de cette alternance permanente de ces émotions-là, de paix, d'intensité, de monotonie, de jaillissement, d'imprévu, de réflexion. Toutes ces choses-là, c'est là où je trouve moi ma complétude, d'homme. C'est pas quelque chose dont on peut enfin, que je peux conseiller à d'autres. C'est vraiment personnel. J'ai besoin de ça. C'est-à-dire que genre faire de ma vie, seulement voilà, aller grimper en Himalaya et enchaîner les 1000 mètres, c'est pas quelque chose qui me parle parce que je m'y retrouverai pas. En revanche, grimper un 8000 mètres, puis avoir une phase d'écriture sur ce 8000 mètres et en tirer des réflexions, puis ensuite partir, je sais pas, dans le Perche, dans des marais, très plats pour justement un peu, équilibrer les choses. Ça pourrait me plaire, ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en au retour de l'Islande, je vais cacher à personne, j'ai fait une petite dépression du fait, voilà, d'un trop-plein lorsque je suis rentré en France et mon réflexe, 1er, ça a été, bah, justement de m'isoler dans une chaumière, au fin fond des bois dans le bras atlantique et même ça ne me suffisait pas. Même là, je n'arrivais pas à commencer à écrire. Je passais plus mon temps dehors avec les animaux que devant ma page blanche. Bah, du coup, j'ai écrit au maire de Fouesnant, dans le Finistère et je lui ai dit: «Écoutez, voilà, je reviens d'une expédition en Islande, je veux commencer à écrire ce bouquin. Est-ce que je pourrais» on était encore en plein covid, hein. «Est-ce que je pourrais, partir faire un ermitage, sur, une île de l'archipel des Glénans?» Il a dit: «Allez-y, banco et vous nous ferez une conférence sur ça après». J'ai dit: «OK, parfait».
J'ai embarqué des conserves sur un bateau, quelques bouteilles de vin, mon fusil harpon, une combinaison de plongée, et j'ai investi la capitainerie de l'île de Saint-Nicolas-des-Glénans. Et je suis resté là-bas un peu plus d'un mois, voilà, tout seul sur l'île. Et voilà, le fait que l'île fasse 400 mètres sur 100, bah, toute la circonscription géographique faisait que je devais me pencher sur mes souvenirs sur l'Islande et commencer à écrire ce livre. Donc voilà, encore une fois, j'ai eu ce besoin de m'isoler. Et d'un autre côté, dès qu'il y avait un marin qui venait sur l'île, bah voilà, on trinquait et on partageait des histoires incroyables. Ça t'a permis de faire un retour en douceur, petit à petit, en fait, à ton rythme, dans ton quotidien. Donc là, cette expédition, c'était il y a maintenant, ça va bientôt faire 4 ans que tu es rentré de cette expédition. Qu'est-ce qui te manque le plus? Le froid, le blanc et toutes les, toutes ces couleurs du nord du ciel, là. C'est tous ces ciels nordiques, très roses. Enfin, c'est vraiment de l'ordre de l'esthétique. C'est ça qui me manque le plus. Et j'ai envie de repartir. Je me prépare pour ça. Parce que donc là, ces 4 dernières années, j'imagine que tu ne pensais qu'à une chose, c'était de repartir. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être, sur cette prochaine expédition que tu as en tête? Bah ouais, je poursuis mon rêve du coup vers le nord. Et donc la prochaine étape, ce sera de traverser l'île de Bassin, qui se situe dans l'archipel arctique canadien, qui est une île qui fait 3 000 kilomètres de long, du sud au nord, à partir du mois de mars prochain, enfin 2026. Et donc ce serait à l'inverse de l'Islande, où là je portais vraiment tout sur mon dos. Là, ce sera une expédition typée polaire, donc ski poulka, donc ski nordique avec un traîneau derrière moi. Et là, l'idée, ce sera aussi de m'attarder très longuement. J'ai pas de date, de deadline pour cette expédition. C'est ça qui est incroyablement beau. C'est que je pourrais m'attarder le temps que je veux dans les villages inuits et partager avec eux un maximum. Apprendre aussi à vivre comme eux, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Vraiment passer du temps avec eux, apprendre leur mode de vie, les problématiques qui les assaillent en ce moment. Comment concilier les traditions, à savoir la chasse de subsistance, avec le réchauffement climatique, avec toutes ces problématiques du respect de l'animal. Enfin bref, toute la problématique autour de Paul Watson, évidemment, est là-dedans. Mais il y a des vraies questions que j'aimerais soulever en partant là-bas. Ouais. Une en particulier que tu pourrais partager? Bah, justement, ce côté, les médias un peu mainstream et même les médias qui sont orientés très écologie, pardon, je trouve il y a une vision très dichotomique des régions du Grand Nord, en mettant le primat sur l'animal, alors qu'en réalité, c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que dans certaines zones de l'Alaska, notamment, quand on rentre dans un supermarché, le rouleau de papier toilette est à 20 $. Une boîte de thon, c'est 40 $. Ces gens-là ne peuvent pas se permettre d'acheter leur nourriture dans un supermarché et donc pour ça, ils doivent chasser, en fait. Donc, les fustiger parce qu'ils tuent un mammifère par an, marin, effectivement sublime, que moi je respecte énormément, à savoir le rorqual commun ou le rorqual boréal, je trouve que c'est une vision un peu primaire des choses. Ça manque un peu de nuance, quoi. C'est ça que j'aimerais partir voir là-bas, c'est comment trouver un peu l'équilibre entre les deux, entre respecter ces traditions ancestrales, mais qui sont pas du divertissement comme nos corridas aujourd'hui, tu vois? Ça n'a absolument aucun rapport. La corrida, c'est du spectacle. Les gens qui chassent là-bas, c'est pour vivre. Ça n'a aucun rapport. Comprendre aussi donc l'impact du réchauffement climatique sur la banquise et donc sur leur chasse aussi in fine. Et puis voilà quoi. Mais je suis ravie que tu aies mentionné ça parce que quand j'ai découvert les livres de Nicolas Dubreuil et avec mon échange avec lui, ça m'a permis de changer justement cette vision-là parce qu'il en parle beaucoup dans ses livres, on en a parlé pendant l'épisode, que voilà, on a peut-être une vision beaucoup trop simplifiée de la chose vue de l'extérieur, donc merci d'avoir abordé ce point-là. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être ce que tu espères, qu'est-ce que tu espères inspirer aux gens avec ton livre? Si jamais on devait lire mon livre, j'aimerais qu'ils se disent, enfin, que la personne ensuite dise à son enfant, émerveille-toi, n'écoute jamais ceux qui savent, mais écoute ceux qui aiment. Enivre-toi du monde, épuise le champ des possibles.
essaye de vivre simplement et ne courbe pas ton esprit vers la poursuite absolue du bien-être matériel. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pars en quête du beau, pars en quête du sauvage, pars en quête de l'essentiel. Mets de la conscience sur ce que tu entreprends aussi. Et surtout, voilà, résiste et ne gâche pas ta liberté. C'est un peu ça, je pense, tous les messages subliminaux qui sont derrière ce bouquin-là, c'est cette liberté nécessaire qu'on est en train de perdre en ce moment, c'est cette beauté qu'on perd aussi. Et voilà, comme disait cet homme que j'admire beaucoup, qui s'appelle Vincent Hunier, il disait, voilà, le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. C'est ça qui me manque aujourd'hui, c'est vraiment l'émerveillement, quoi. Je mettrai bien évidemment ton livre en description, donc aux éditions Transboréal, Islande. Je sais que ma spécialité, c'est de dire je conclus, mais la dernière question que je pose aux invités, c'est pour toi, c'est quoi le voyage? Waouh! Euh, pour moi, le voyage, c'est se mettre en mouvement et se perdre un temps. Aller vers l'autre si l'envie vous dit. Tailler tout droit dans l'inconnu pour moi, c'est ça. Et évidemment, s'explorer autant qu'explorer. C'est parfait. Ben, merci pour cette belle conclusion. C'est horrible les définitions, je sais comme ça, mais c'est vraiment brut pour point ce que je viens de te dire, mais oui, c'est comme ça que je vois le voyage, je crois. Merci beaucoup Pierre-Antoine pour ton temps, pour ces précisions, c'est passé super vite. J'avais plein d'autres questions, mais écoute, ça sera peut-être l'occasion de refaire un épisode un jour, et puis peut-être à ton retour de cette future expédition, ça sera avec grand plaisir. Là, avec grand plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Merci Camille. Donc à bientôt. À bientôt. C'est vrai. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis de vous évader et de vous ressourcer. J'ai besoin de vous pour que l'aventure Good Visa continue. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée afin de suivre les nouveaux épisodes. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez laisser 5 étoiles et un avis, et même en parler autour de vous. Il y a aussi le compte Instagram Good Visa Podcast, tout attaché, que vous pouvez suivre, où je poste régulièrement des photos et des vidéos pour illustrer les épisodes. Ça me touche énormément quand je reçois vos retours, alors vraiment n'hésitez pas à me faire un mot. Merci à vous, à bientôt.